Alors aujourd'hui, on va parler des endomorphismes symétriques. Mais avant de parler des endomorphismes symétriques, il faut d'abord qu'on se place dans un espace euclidien. Voilà, déjà on va se mettre dans E, un espace euclidien de dimension n, avec n bien évidemment un antinaturel non nul, c'est sa dimension. Alors rappelle, qu'est-ce que c'est qu'un espace euclidien? C'est un R espace vectoriel de dimension finie et muni d'un produit scalaire. Et c'est ça qui va être super important pour définir justement les endomorphismes symétriques. Alors d'abord, je vais prendre F, un endomorphisme apparemment quelconque de E. Alors qu'est-ce que c'est un endomorphisme de E? C'est une application linéaire qui va de E dans E. Et là, je vais dire que F, là, cet endomorphisme-là, il est symétrique si et seulement si il vérifie une condition qu'il faut vraiment bien connaître. Voilà, c'est ça. F est symétrique si et seulement si pour tout couple de vecteurs x et y que je prends dans E, le produit scalaire de f de x par y, c'est égal tout le temps, systématiquement, peu importe le x, y que vous prenez dans E, sera égal au produit scalaire de x par f de y. Alors là, il faut vraiment remarquer une chose très très importante, parce qu'il y a des étudiants quelquefois qui disent « Oui, mais ça, on a toujours ça avec un produit scalaire ». Absolument pas. Ce qu'on a avec un produit scalaire, c'est quoi? C'est que f de x scalaire y, c'est égal à y scalaire f de x. Ça, c'est tout à fait vrai. Voilà, ça, cette égalité-là, on l'a absolument tout le temps, tout simplement du fait de la nature même du produit scalaire. Tout simplement parce que le produit scalaire, il est symétrique, justement. Attention, là, cette égalité-là, ce n'est pas du tout celle-là. Ça n'a rien à voir, parce que là, vous êtes d'accord que dans ce produit scalaire-là, f, là, il s'applique à x, alors que là-dedans, f, il s'applique à y. C'est ça qui est vachement important. Et c'est ça, justement, qui fait toute la richesse et toute la particularité de f. Et c'est cette égalité-là qui fait que f est dit symétrique. Si jamais vous avez cette égalité-là, pour tout couple de vecteurs x, y qui appartiennent à E, alors vous êtes face à un endomorphisme qui est dit symétrique. Ça, c'est super, super important à bien maîtriser. Et à ne pas confondre avec cette égalité-là qui est le propre du produit scalaire, puisque le produit scalaire est symétrique. Faites très attention de ne pas confondre justement le fait que le produit scalaire est symétrique, donc ne pas confondre la symétrie du produit scalaire avec la symétrie d'un endomorphisme. Ça n'a vraiment rien à voir pour le coup. Là, la relation qui est ici, c'est la symétrie du produit scalaire. Donc là, les petites flèches qui sont juste ici. Alors que là, ce que vous avez ici, la propriété qui est ici, ça vient de la symétrie, c'est la définition même du fait que F, ici, est un endomorphisme symétrique. Ce n'est pas la même chose. Alors bien évidemment, on traitera dans des exercices, donc dans d'autres vidéos, les démonstrations pour prouver qu'on est face à des endomorphismes symétriques. Ça, c'est des questions qui reviennent très fréquemment. Montrer que F est un endomorphisme symétrique, il faut vraiment savoir maîtriser ça. Mais avant toute chose, il faut connaître la définition. Alors, il se trouve que des endomorphismes symétriques de E, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Et ils sont même tellement nombreux que l'ensemble de tous les endomorphismes symétriques d'un espace vectoriel E, ça forme lui-même un espace vectoriel. Et on note comme ça, un grand L là, et entre parenthèses, vous mettez l'espace vectoriel, ou plutôt l'espace euclidien en question. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de tous les endomorphismes symétriques de E. Et il se trouve que ça, cet ensemble, c'est un sous-espace vectoriel. Donc il se comporte exactement comme un espace vectoriel. Alors à vrai dire, j'allais dire c'est plus pour la culture générale qu'autre chose, mais il faut quand même bien le maîtriser parce que imaginez que vous vous retrouviez le jour du concours face à une notation comme celle-ci et qu'il n'y ait pas d'indication, ce qui serait rare, mais sait-on jamais, si jamais vous n'avez pas d'indication et qu'on vous dit soit F, un endomorphisme qui appartient à L de E, que vous ne savez pas ça, vous êtes un petit peu dans la mouise. Il faut savoir du coup que ça voudra dire que F est un endomorphisme symétrique de E. Ça, c'est très important. Et alors là, maintenant, on va passer à la propriété que je trouve absolument magique des endomorphismes symétriques, c'est qu'il y a un lien direct entre les endomorphismes symétriques et les matrices symétriques. Et ça, moi, je trouve ça complètement fou, c'est génial, je trouve. Parce que apparemment, entre le lien qui est juste ici et les matrices symétriques, donc vous savez, c'est les matrices qui sont symétriques par rapport à la diagonale, on se dit, non, apparemment, c'est pas si évident que ça qu'il y ait ce lien-là entre un endomorphisme symétrique et une matrice symétrique. Apparemment, il n'y a pas forcément de lien. Et si, pourtant, il y a un lien, et ce lien, il est très fort. Et ce lien, le voilà. F, donc un endomorphisme de E, est symétrique si et seulement si il existe, alors j'ai marqué BON, c'est pour base orthonormale. Alors là, c'est super important
qu'on est face à une base orthonormale, sinon ça ne fonctionne pas toute cette histoire. Donc je disais f, endomorphisme de E là, est symétrique si et seulement s'il existe une base orthonormale, que je note grand B, de E, ok, dans laquelle la matrice de f est symétrique à coefficient réel. Alors juste petit rappel sur qu'est-ce que c'est qu'une base orthonormale d'un espace vectoriel. C'est une base, j'ai qu'à la noter E1, E2 jusqu'à En, voilà, je la note comme ça, et si c'est une base orthonormale de E, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que E1 scalaire E2, ça fait 0, en fait de façon beaucoup plus générale, EI scalaire EJ est égal à 0, avec i différent de j. Par exemple, si vous faites E2 scalaire En, ça vous fait 0, E5 scalaire E6, ça vous fait 0. C'est-à-dire que tous vos vecteurs là dans votre base, ils sont orthogonaux 2 à 2. Okay, mais là, on est à un échelon en plus après la base orthogonale, on est face à une base orthonormale, c'est-à-dire que tous les vecteurs là qui sont ici, ils ont tous une norme égale à 1. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que lorsque vous faites la norme, par exemple, la norme de 1, qu'est-ce que c'est? C'est la racine carrée de E1 scalaire E1, ça il faut le savoir. Et donc pour tout i qui appartient à un n, et ben, la norme de EI, ça vaut toujours 1. C'est ça une base orthonormale ou orthonormée, c'est une base qui est orthogonale et dont tous les vecteurs là ont une norme égale à 1. Voilà, pour le produit scalaire associé à l'espace euclidien en question. Donc, f est symétrique si et seulement s'il existe une base B, comme ça, orthonormale de E, dans laquelle la matrice de cet endomorphisme-là est une matrice symétrique à coefficient réel. Alors juste pour rappel, quand même, une matrice symétrique, qu'est-ce que c'est? C'est une matrice carrée déjà, telle que lorsqu'on prend sa transposée, eh ben, on retombe sur elle-même. Transposée de A est égale à A, ça c'est la définition d'une matrice symétrique, avec A carré évidemment. Donc, je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'on considère la matrice de F dans une base orthonormale de E, que j'appelle B, ok. Imaginons que la matrice de F, donc de cet endomorphisme, dans cette base orthonormale de E, ce soit cette matrice-là. Cette matrice-là, on voit directement, et ça il faut le voir, qu'elle est symétrique. Elle est symétrique d'abord parce que rigoureusement, si vous prenez sa transposée, vous allez bien retomber sur elle-même, mais de façon visuelle, comment est-ce que ça se voit qu'une matrice est symétrique? Vous regardez au niveau de la diagonale, alors à vrai dire, les coefficients diagonaux, on s'en fiche éperdument. En revanche, ce qui est très intéressant de voir, c'est que par rapport à l'axe de la diagonale, vous avez un axe de symétrie. C'est-à-dire que le 3 qui est là, vous le retrouvez ici, le -5 qui est là, il est là, le 7 qui est là, on le retrouve aussi ici. Si vous switchez les coefficients qui sont là, que vous les faites monter, et ceux-là que vous les faites descendre en dessous de la diagonale, c'est bon, ça ne change pas. C'est bien la relation transposée de A est égale à A. Donc là, vous êtes face à une matrice qui est symétrique. C'est-à-dire que là, en supposant que B, c'est bien une base orthonormale de E, la matrice de F dans cette base-là, c'est une matrice symétrique. Donc, ça veut nécessairement dire que F, c'est un endomorphisme symétrique de E. C'est-à-dire qu'il vérifie que pour tout couple XY de vecteurs de E, F de X scalaire Y, c'est égal à X scalaire F de Y. Remarquez tout de même une chose très intéressante, c'est que là, on est face à une équivalence. Vous voyez, ici, on a un si et seulement si. C'est-à-dire que ce théorème-là, on peut le comprendre et l'utiliser dans les deux sens. C'est-à-dire que si F est symétrique, ça veut dire qu'il existe une base orthonormée, machin. Et on peut aussi l'utiliser dans le sens inverse, c'est-à-dire que si jamais il existe effectivement une base orthonormée telle que, etc., la matrice là est symétrique, ça voudra dire que F est symétrique. Donc là, c'est un théorème très important et très utile et qui est quand même assez beau, hein, parce qu'on établit quand même un lien, vous voyez, entre des matrices symétriques et une relation qui apparemment est complètement abstraite, quoi, sur des endomorphismes et un produit scalaire. Donc c'est assez joli. Hein. Alors à présent, deux théorèmes qu'il faut vraiment très bien connaître. Le premier, c'est celui-ci. Alors si on prend F, un endomorphisme symétrique de E, E évidemment, espace euclidien de dimension finie, alors F possède au moins une valeur propre et toutes ces valeurs propres sont réelles. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose à bien savoir. C'est que votre endomorphisme là, qui est symétrique, s'il est symétrique, alors il possède au moins une valeur propre réelle. Attention, la réciproque est totalement fausse, évidemment. Hein. Ce n'est pas parce qu'un endomorphisme possède au moins une valeur propre qu'alors il est symétrique. Hein. Non, non. C'est si jamais il est symétrique, cet endomorphisme de E, alors nécessairement il possède au moins une valeur propre et toutes ces valeurs propres sont réelles. Alors on précise ici qu'elles sont réelles parce qu'il ne faudrait pas confondre avec d'autres endomorphismes qui pourraient avoir des valeurs propres complexes, mais ça c'est plus au programme de CG, mais en revanche, par exemple pour les maths sup maths spé, ça oui, bien évidemment c'est au programme. Hein. Mais là vraiment pourquoi est-ce qu'on précise qu'elles sont réelles? C'est bien parce qu'elles ne sont pas complexes en fait. Hein. Toutes les valeurs propres d'un endomorphisme symétrique sont réelles et un endomorphisme symétrique en a au moins une, c'est sûr. Et maintenant, le deuxième point qui est encore plus extraordinaire,
c'est que si F là est un endomorphisme symétrique de E, alors nécessairement, et ça c'est super, alors nécessairement F est diagonalisable. On en est absolument sûr. Si vous êtes face à un endomorphisme symétrique, alors il est nécessairement diagonalisable et en prime, et ça c'est aussi très très important, tous ces sous-espaces propres là sont 2 à 2 orthogonaux. Alors si vous ne savez pas ce que ça veut dire que F est diagonalisable, je vous renvoie au cours sur les endomorphismes et les matrices diagonalisables. Ça c'est super important de bien maîtriser ça. C'est-à-dire qu'en fait la matrice représentative de F est semblable dans une autre base de E à une matrice diagonale. Donc déjà vous savez que si F est symétrique, alors il est diagonalisable, mais en plus, et ça c'est vraiment très intéressant, ces sous-espaces propres sont 2 à 2 orthogonaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons par exemple que F ait 2 valeurs propres distinctes. Pas plus, pas moins, imaginons qu'il n'y en ait que 2. On va dire, je ne sais pas, que c'est 5 et 8, disons. Imaginons donc que voilà, le spectre de F se réduit simplement à 5 et 8, c'est-à-dire que F a seulement 2 valeurs propres, ok? Nécessairement, vous allez avoir 2 sous-espaces propres associés. E5 de F et E8 de F. E5 de F, qu'est-ce que c'est? C'est le sous-espace propre de F associé à la valeur propre 5, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'ensemble de tous les vecteurs propres de F associés à la valeur propre 5. Et là, vous avez l'ensemble des vecteurs propres de F associés à la valeur propre 8. Et voilà ce que nous dit ce théorème, c'est que cet espace vectoriel-là, c'est-à-dire ce sous-espace propre en fait, mais qui est un espace vectoriel, et ce sous-espace propre-là, qui est aussi un espace vectoriel, ces 2 sous-espaces propres qui sont ici, ils sont orthogonaux. Ça veut dire que si jamais vous prenez n'importe quel vecteur là, de E5 de F et que vous en faites le produit scalaire d'un autre vecteur là, qui est dans E8 de F, nécessairement vous allez avoir 0. Ça se note comme ça. Pour tout couple XY qui appartient à un E5F croix E8F, c'est-à-dire en fait peu importe le vecteur X que vous prenez dans E5 de F et peu importe le vecteur Y que vous prenez dans E8 de F, lorsque vous faites le produit scalaire de X par Y, nécessairement vous allez trouver 0. C'est-à-dire tout simplement que cet espace vectoriel, ce sous-espace propre et celui-ci, ils sont orthogonaux. Attention là, j'ai simplement 2 valeurs propres, on pourrait très bien en avoir 3, 5, 10, que sais-je. Ça dépend de la dimension, on pourrait en avoir n si on est en dimension n, mais en tout cas, nécessairement, vous aurez nécessairement plein de sous-espaces propres, et ils seront tous 2 à 2 orthogonaux. Là, j'en ai pris que 2, on pourrait en avoir 3 par exemple, ils seraient tous 2 à 2 orthogonaux, systématiquement, parce que F est symétrique, c'est ça qui est super important. Comme F est un endomorphisme symétrique, alors ces sous-espaces propres sont 2 à 2 orthogonaux nécessairement. Alors là, il y a quand même un point qui parfois laisse un peu perplexe les étudiants, c'est que ici on dit F est un endomorphisme symétrique, alors F possède au moins une valeur propre, et ensuite là on dit que alors F est diagonalisable et ses sous-espaces propres sont 2 à 2 orthogonaux. Et donc les étudiants se disent oui mais attends, mais qu'est-ce qui se passe si F n'admet qu'une seule valeur propre? Et faites très attention parce que là, au moins une valeur propre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il en admet au moins une. Ça paraît débile dit comme ça, mais c'est-à-dire qu'il peut en admettre beaucoup plus. Il peut en admettre au maximum la dimension de E. Je dis au maximum de valeurs propres distinctes, évidemment. Mais là, quelquefois, les étudiants, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe si F possède une seule valeur propre? C'est pas grave. Si F possède une seule valeur propre, ça veut nécessairement dire, d'après le deuxième point qui est ici, que F est diagonalisable. Et c'est-à-dire qu'elle sera semblable à une matrice qui va être diagonale et sur laquelle vous n'allez avoir que cette même valeur propre, qui sera nécessairement un réel, ça c'est très important. Mais alors en revanche, là, la suite de ce théorème ici, et ces sous-espaces propres sont 2 à 2 orthogonaux, là, ça n'aura plus vraiment de sens, voyez, puisque vous n'aurez qu'un seul sous-espace propre, il n'y en aura pas d'autre. Donc là, cette partie du théorème et ces sous-espaces propres sont 2 à 2 orthogonaux, ça n'a de sens que lorsque F, évidemment, a au moins 2 valeurs propres. Oui, puisque du coup, il y aura au moins 2 sous-espaces propres. S'il n'y en a qu'un seul, ça n'a pas vraiment d'intérêt de parler de l'orthogonalité des sous-espaces propres, puisqu'il n'y en a qu'un seul, justement. Voilà.